Bienvenue dans notre émission Le Point Politique. Pour cette première partie, nous avons pensé à une analyse des différents changements qui vont avoir lieu sur la nouvelle formation politique gouvernementale au Maroc suite aux élections du 8 septembre 2021. Alors pour avoir plus d'éclaircissement et pour mettre en exergue les différents scénarios qui vont se jouer, nous avons invité M. Abdelatif Kak, ex-professeur à l'ISKE, fondateur et président de la Fédération mondiale de la diversité euro-africaine à Paris, et professeur visiteur et prof visiteur à Georgetown, Washington DC, détenteur de 3 doctorats, le premier en sciences gestion, Paris 9 Dauphine, un deuxième doctorat en sciences politiques et relations internationales, et un troisième doctorat d'État en sciences économiques, Paris 10 Nanterre. Ne nous quittez pas, nous allons commencer dans quelques instants. Selon vous, quel bilan peut-on dresser après la sortie du PJD? Bien, ben c'est une très bonne question pour démarrer, qui est une pièce de monnaie, je dirais, à double facette. Il y a le bilan des élections avec une chute brutale et vertigineuse du PJD, le parti de la justice et du développement, en passant du sommet de la classe des 5 étoiles politiques à la belle étoile politique aujourd'hui, avec une descente aux enfers de l'ordre de 125 députés, si ma mémoire est bonne, à 13 députés parlementaires, soit un score divisé par 10 du jamais vu au Maroc. Car par contre, les autres partis de la coalition gouvernementale, notamment qui étaient dans le gouvernement du PJD, sous la chefferie de la gouvernabilité de l'État, du gouvernement, c'est le RNI, le MP, Mouvement populaire, l'UC, l'Union constitutionnelle, l'UCFP, l'Union des forces politiques. Ils ont progressé dans de nombreux cas, et ils ont même doublé, certains même ont triplé de sièges au Parlement, et il en est de même des partis de l'opposition, notamment le PI, le parti de l'Istiqlal, et le PAM, le parti d'authenticité et de la modernité. Mais il y a une contradiction inexplicable au niveau politique, mais que la sociologie peut l'expliquer avec 2 ou 3 thèses. On ne comprend pas que des gens qui étaient dans le gouvernement, dont l'un est sanctionné et les autres pas, et que l'opposition, à la limite, augmente. Il n'y a aucune logique. Mais il y a probablement 2 théories qui peuvent expliquer ce type de phénomène. Il y a la première théorie qu'on appelle de Ulrich Beck, qui est un professeur qui est mort en 2005, qui est un Allemand, et qui a écrit un fameux livre de 500 pages à peu près sur les nouvelles sociétés à risque politique. Selon ce sociologue qui s'appelle Ulrich Beck, la situation dans le monde entier est imprévue, imprévisible, comme un peu le printemps arabe, Tchernobyl, les maladies du H1N1, les maladies de la vache folle, le Covid, les grippes, la peste, la chute du mur de Berlin, la transformation de l'Allemagne de l'Est en Est, qui est devenue l'Est de l'Allemagne. Et à ce titre, il n'y a, selon lui, il faut donc que toute la gestion, c'est ce qu'il a conseillé un peu à l'ONU, et à tous les organismes internationaux, et qu'au niveau de l'ensemble des États, du monde entier, l'ensemble des entreprises, il n'y a plus de planification ni binaire, enfin de 2 ans, de triennale, quinquennale, décennale et même de 20 ans. Donc là le sociologue Ulrich Beck nous démontre, et il a influencé avec ses théories le cours de l'histoire au niveau de l'ONU, et il nous a démontré qu'aujourd'hui, il faudrait planifier à gauche pour avoir une visibilité, mais gérer à droite pour la rentabilité, la compétitivité et, je dirais, le partenariat droite-gauche qui sont cumulés
Or, les Marocains, ils ont choisi un parti du RNI qui est du centre-gauche, c'est son choix, depuis son créateur, son fondateur, Osman, c'est Ahmed Osman, et que le parti du RNI est un centre de gauche avec une espèce de démocratie sociale, mais pas la social-démocratie. Et dans ce cas de figure, donc le choix était excellent, et l'auteur nous démontre que lorsque, dans un État qui ne bouge pas, qui ne se remue pas, qui ne cherche pas avec une économie de rente, eh bien, elle se fait attraper par la crise, qui l'attrape non pas par la main, mais par la gauche, et elle remue le cocotier et elle fait tomber l'ensemble des poires rentières qui ne s'adaptent plus au mouvement de la société et de la mondialisation sans frontières économiques et sans frontières d'ordre culturel et télévisuel, puisque aucun État ne peut arrêter ou interdire les chaînes. Et dans ce cas de figure, la vague qui est salvatrice, vague, je dirais, crise sociale, crise politique, qui est salutaire et salvatrice, elle donne une possibilité à la jeunesse, peut-être aux femmes, de ce qu'on pourrait appeler, mais dans un autre contexte, le capital immatériel, la possibilité de surfer sur une vague, de prendre le pouvoir et de changer le cours de l'histoire. Donc un fonctionnaire, pour lui, qui a 30 ans d'expérience ou 40 ans d'expérience, c'est un individu en réalité qui a une année d'expérience multipliée par 30 fois ou 40 fois répétitif. Et c'est cette répétition de type administratif, de type ingénierie, qui est valable aussi pour les partis politiques qui n'ont pas de démocratie interne, qui ne changent pas leurs leaders qui sont restés pendant des années, fait que le Maroc, aujourd'hui, c'est une explication de la théorie des risques, de ce qu'on appelle les nouvelles sociétés à risque. Et là, la deuxième théorie qui est très importante, parce que s'il n'y a pas de réforme, en réalité, la situation pourrit, et même certaines sociétés deviennent biodégradables parce que on a compris que dans ce type de mode de pensée, que la mutation des sociétés modernes doit répondre à la mutation de la mondialisation. Sinon, on est une société qui est en voie de disparition car elle n'a plus la capacité de s'adapter. Non pas qu'elle s'adapte, ça veut dire copier, elle n'est pas capable de créer, elle vit de l'importation et elle devient une société simplement de consommation. Elle ne crée rien. Ça, c'est un véritable problème. La deuxième théorie qui peut expliquer ce type de phénomène au Maroc, eh bien, c'est celle d'un très grand biologiste qui est neurologue et qui en général pense que le cerveau, au même titre que les sociétés, sont biologiquement malléables, modulables par la nouveauté, et que le changement, comme le disait cet auteur qui s'appelle Jean-Marie Liedo, qui est un prof de neurologie et de biologie, c'est que la sagesse intellectuelle commence par l'émerveillement, par les surprises, et qu'un enfant n'apprend au niveau de ses neurones que parce qu'il est surpris, parce qu'il y a cet émerveillement, parce qu'il sort du modèle de la pensée religieuse qui est de l'acquis et de l'inné. Et en réalité, il n'y a pas d'acquis, il n'y a que l'inné. Il faudrait donc amener la raison. La raison, c'est humain, c'est les humains qui vont la ramener dans la culture. C'est Descartes, c'est Kant, c'est-à-dire une rationalisation pour pouvoir comprendre. Et c'est la loi du changement. La deuxième facette que je disais de la pièce, si vous vous rappelez bien, c'est une question de scénario qui attendent les leaders des gagnants. Autrement dit, c'est une véritable sanction, je dirais, ciblée, exclusive, punitive à l'adresse du PJD, mais c'est une véritable débâcle électorale sans précédent dans l'histoire des partis politiques, et c'est une véritable leçon aussi
je dirais, du marché électoral du PJD, qui est un parti à tendance islamique, bien que le code marocain interdit à tous les partis d'utiliser la religion, mais il y a des tas de subterfuges avec les paroles. Ils utilisent, en dehors du code du respect du code des partis politiques, l'utilisation d'un certain nombre de références ou référentiels religieux de l'islam, mais à des fins qui sont soit personnelles, soit d'ordre collectif politique. Et donc, les consommateurs de cette politique, qui ont compris avec une décennie de pratique de responsabilité aux commandes de l'État, dans les limites bien sûr prévues dans un État de droit, mais pas de passe-droit, l'usage anesthésion de la politique où l'on a perdu 10 ans et l'on ne récolte que ce que l'on a semé. Et là, il y a eu le triomphe. Il y a ce que je dirais que les islamistes qui en pratique sans classe politique, sans ouverture d'esprit, ni sur la mondialisation, ni sur la recherche scientifique au niveau des universités, ni sur la santé, ni sur l'emploi, ni sur le transport, ni sur l'éducation. Et avec l'ouverture des langues européennes qui s'imposent à travers les médias, à travers les emails, qui sont tous pratiquement gréco-latins, les réseaux sociaux, ni l'habitat des villes, ni la propreté des villes et la qualité de vie au Maroc, ni sur l'amélioration des coûts de la vie, ils sont rentrés en fanfare par la grande porte et aujourd'hui ils sont par le tapis rouge au niveau des élections à caractère démocratique, des urnes, mais après cette fronde du printemps, ils sont sortis par la petite porte, mais heureusement sans lynchage politique avec les urnes électorales. Aujourd'hui, il y a donc le triomphe électoral, je dirais, du RNI. Je dirais après une chute foudroyante des islamistes des urnes, en faisant une différence entre les deux acteurs, autrement dit le PJD et le RNI. C'est une équipe gouvernementale, mais il y a un paradoxe dans cette élection. On ne comprend pas comment les Marocains ont fait une discrimination sélective dans le cadre d'un gouvernement qui se dit cohérent, mais qui est en réalité contre nature avec la volonté des votants. Il n'y a donc pas de logique pour les deux partis, en coalition ou contre. L'un est libéral et l'autre est religieux, gérant après 10 ans des affaires courantes sans faire de vagues politiques aux institutions constitutionnelles et de la démocratie pluraliste. Et aujourd'hui, eh bien, les réseaux sociaux, je pense, les influenceurs auxquels il faut ajouter la jeunesse, les internautes, certains partis ont payé 9 millions sur les réseaux sociaux pour toucher la jeunesse, et les votants ont été les primo-votants de 18 à 25 ans, avec des sommes astronomiques au niveau financier par le RNI, et d'autres l'ont utilisé, mais dans un moindre coût, ont progressé d'un certain nombre de sièges, ils ont même doublé, mais c'est une curiosité politique inédite au Maroc, avec un parti du centre qui zigzaguait entre la droite et la gauche, après, bien sûr, après le secrétariat général ou la présidence de Bzouar, mais qui possède aujourd'hui des virtuosités des trapézistes du cirque sans tomber dans le filet de la sécurité et de la protection du Merzen. Pardon, j'ai été peut-être un petit peu long, mais c'était assez important pour cette première question. Comment expliquer paradoxalement la sanction politique par les urnes, non pas du gouvernement d'alliance avec 4 ou 5 partis, mais la sanction uniquement du PJD, alors que les autres partis de la coalition ont progressé, sauf la déconfiture du PJD. Y a-t-il une explication sociologique à ce phénomène? La question aussi est longue, mais disons que le président du RNI, Mustafa Al-Mansouri, quand il était centriste de gauche, après le coup de force du président Salah Din Mzouar du RNI, le RNI est devenu un gaucher politique qui a besoin d'un bras droit des islamistes à idéologie conservatrice et rétrograde, en plein bouleversement avec un bulldozer de la mondialisation sans frontières qui casse tout, qui détruit tout, rien ne lui est sacré, ni Dieu, ni maître, ni idéologie. Alors les choix, des choix des électeurs marocains dictés par la nécessité de l'intérêt général du parti,
le bulldozer, je dirais, Aziz Akhnouch, c'est un défi qui est président du RNI et qui est aujourd'hui chef du gouvernement, désigné à gagner haut la main les élections, à la fois législatives, régionales et communales, avec une montée vertigineuse de 102 sièges, victoire inversement proportionnelle à la descente aux enfers du PJD de 126 à 13. Alors, il faut dire peut-être une parenthèse que lorsque on élimine, ou est-ce qu'on a amélioré, ou non pas amélioré le terme, on a, je dirais, imposé par le vote, bien sûr, au niveau du Parlement, même à l'encontre du PJD, le quotient, c'est-à-dire que le diviseur va être non pas le nombre de votants, mais le nombre d'inscrits, et on a éliminé de facto le seuil électoral, le seuil pour le remboursement des frais de campagne. Lorsqu'on fait tous les calculs, aucun parti au Maroc, mathématiquement parlant, et vous pouvez le faire, ne peut dépasser 102 députés avec une couverture totale du Maroc, et il gagne l'ensemble des sièges. Donc c'était une limite de faire participer, parce que pour arriver à 200, 187 pour avoir la majorité relative, ben, il faut faire participer un certain nombre de je dirais, comment dirais-je, il faut faire participer d'autres partis. Ce changement probablement du mode de scrutin, le quotient et l'absence du seuil électoral des 3% avec le remboursement des campagnes, je dirais, a modifié le comportement choisi mais subi à l'encontre du PJD, favorisé par l'ex-mode du scrutin. Donc le RNI a fait son plein, ne peut dépasser 102 techniquement par les textes juridiques et structurellement par les calculs arithmétiques en faisant une ouverture totale sur les 3 élections simultanées et en gagnant les sièges de 102 au niveau législatif. C'est une hypothèse, mais pas encore de recul pour affirmer la donne. Mais cependant, ce qui est important dans les faits, je dirais les résultats des élections de septembre 2021, le constat, c'est que la page de l'accident de l'histoire du PJD se tourne définitivement et une nouvelle page commence d'histoire avec l'exercice du pouvoir au Maroc. Le PJD est entré par voie démocratique des urnes dans le respect des institutions à caractère électif et il le quitte par la petite porte également. Eh bien, je dirais, là, le RNI a pratiquement bénéficié également de 50%, 50,8% des électeurs participants aux élections, avec la peur politique de l'abstentionnisme et d'un mandat clair. Il a franche, incontestable pour 5 ans. Le poste de chef de gouvernement lui revient de 2021 à 2026, sauf complications politiques imprévues. Durant ce mandat, les Marocains ont appris à être aujourd'hui exigeants et je vous rappelle la théorie des nouvelles sociétés à risque, car les mouvements sociaux ne vous préviennent pas si vous ne tenez pas vos promesses au bout de 6 mois, au bout d'1 an, et c'est très important de le dire, on risque d'avoir des problèmes à ce niveau. Donc l'objectif à réaliser, c'est surtout les engagements qui sont déclinés en mesures avec des consignes sans programme politique chiffré et précis, c'est-à-dire que le RNI désormais est une locomotive du gouvernement, n'a pas le droit à l'erreur s'il veut éviter des votes sanctions lors des élections législatives avant 2006, similaire à celui qui a frappé le PJD. Et donc, dans le prochain gouvernement, dirigé par Akhnouch, qui a obtenu la confiance royale, sera d'abord jugé sur son travail,
des femmes et des hommes qui vont composer cette équipe gouvernementale. C'est très important. Et donc, après cette défaite, je dirais, puissante des élections à la fois législatives, régionales et communales, sauf une page de l'histoire, comme je disais, avec un nombre de votants remarquable, 50%, on est à peu près dans la moyenne des États-Unis, de la France, un peu partout. Le PJD, dans la colonne vertébrale, est donc constitué sur un fond de confusion entre l'islam et le politique, est aujourd'hui biodégradable avant, je dirais, 2027. Donc le crash, si vous voulez, suicidaire du PJD explique par signes prémonitoires et différentes défaites partielles au niveau des élections syndicales, au niveau de la démission d'un certain nombre de partis, au moins 45 qui ont rejoint d'autres partis qui sont gagnants, la perte de l'audition des militants qui sont religieux qui n'ont pas été votés, avec le couvre-feu sanitaire, de la classe moyenne de ces ingénieurs, des religieux, de la culture des arabisans, des commerçants des villes, des quartiers populaires, des métiers de l'informel et des saisonniers, bref, les traiteurs, les bains morts, les gafat, les ferrachas, les coiffeurs, les taxis, les croyants permanents au culte religieux qui préparent plus la mort que la vie, feignent de confondre culturellement les principes et les préceptes de l'islam au niveau politique. Voilà ce que j'ai à dire sur cette question pour trouver des explications à ce phénomène inédit au Maroc. Quelles leçons de l'histoire et les scénarios que l'on peut tirer de ce coup de force des partis modernes et libéraux attachés à la démocratie pluraliste et à la compétitive des marchés et à la mondialisation? La moralité de l'histoire de ces élections, c'est qu'après la déconfiture électorale qui a pulvérisé le PJD, un référentiel islamique en feu d'artifice, mais il restera dans les cendres pour l'histoire des futures générations. Les 50% de citoyens qui sont conscients, qui sont des votants, ont compris l'histoire du changement sociétal en dehors de la descente aux enfers du PJD, qui n'avait aucune vision de la mondialisation et aucun projet, je dirais, interne ou externe mobilisateur du Maroc, puisque les grands chantiers reviennent donc à Sa Majesté Mohamed VI. Les citoyens, donc, ils ont compris qu'il ne s'agit pas de destruction, voire de déconfiture en pulvérisant le PJD. Ils ont besoin d'un projet de société plus moderne, avec une démocratie pour tous et une méritocratie pour chacun des citoyens, dont le respect des droits de l'homme et du citoyen, au même titre que les leçons qui ont été tirées de l'histoire de la Révolution française en 1789. Après 4 siècles, on retrouve ces idées au Maroc. La première leçon qu'il faut tirer de la Révolution française, c'est que la société a créé la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen après la mise en place de la démocratie pour tous et la méritocratie, avec la devise symbolique de la République française: la liberté d'abord individuelle, la liberté de conscience, la laïcité, c'est très important, l'égalité entre hommes, femmes et tous les citoyens, et surtout la solidarité et la fraternité. La deuxième leçon qu'ils ont tirée de la Révolution française, c'est que le pouvoir de gouverner une société n'est pas donné par les cieux, ni par les dieux, ni par la laïcité, mais il est donné par le peuple, avec le peuple, par le peuple, comme disait Abraham Lincoln. Et donc, c'est le peuple qui vous met dans les rênes du pouvoir et qui vous l'enlève. Nous restons dans un domaine politique. La religion n'a rien à voir avec, parce que les gens, ils ont besoin aujourd'hui de solutions politiques. Ils n'ont pas besoin de croyances. La croyance, c'est leur affaire personnelle. Elle est certainement collective. Mais le Maroc va évoluer vers cette tendance, puisque la loi marocaine
depuis la France. Quand vous regardez le droit civil, le droit pénal, le droit du travail, il n'y a pas dans le droit un référentiel religieux. Puisque c'est fait par les êtres humains dans un cadre de parlement, dans un sanctuaire de la loi, ça permet aux gens, en cas d'évolution, de modifier par des amendements la loi. Mais si vous mettez la religion, comment vous pouvez, du jour au lendemain, avec les changements d'alternance des partis politiques, changer ou pas? Ça, c'est une question. Donc, après 4 siècles, les citoyens marocains ont compris les leçons d'histoire, d'évolution et de la modernisation des sociétés par la démocratie, par la participation de tous les citoyens. Et aujourd'hui, ils ont besoin de mettre le curseur sur la mondialisation avec une vision, je dirais, d'une dimension africaine. Mais en attendant de mettre le curseur sur le Maroc avec ses 3 élections législatives, régionales et communales, de septembre 2001, le sacre de la noblesse de l'État couronne le programme politique du RNI de Aziz Akhnouch et la défaite des islamites sous la direction de Aziz Aïsmani. Voilà pour votre question au niveau de la mondialisation, telle que vous l'avez posée avec la collectivité. Durant la campagne électorale, le RNI a présenté un programme qui a séduit les Marocains. Face à la conjoncture actuelle et aux défis qui attendent la prochaine élite, lui serait-il possible de tenir ses promesses? Aussi, je dirais que d'une certaine manière, c'est que le RNI, lui, probablement croit. Et il faut y croire en politique et donner de l'espoir selon, disons, son programme politique affiché avec des valeurs du capital immatériel d'un Maroc, d'abord au niveau interne, du développement plus solide, plus juste, avec l'égalité des chances par l'éducation, avec un ascenseur social si c'est possible, en vue de bâtir une démocratie sociale dans un état de droit et pas de passe-droit. Secondo, au niveau externe, le RNI croit également en s'organisant à sa politique sur laquelle ils ont travaillé, dit-on, pendant un certain nombre d'années. Et donc, lorsqu'ils faisaient les 100 jours, les 100 villes, le programme était le produit de l'écoute. Et donc, je dirais, il y a 5 axes prioritaires avec 25 propositions qui constituent la base fondamentale du programme du RNI et qui sera probablement le programme du gouvernement de Aziz Akhnouch pour la période 2021-2026. Bref, les 5 priorités urgentes, je dirais, sans tenir compte d'un projet de développement économique de la commission spéciale du développement du Maroc, connu sous le projet de développement de Ben Moussa, qui a été complètement ignoré. Mais le festival des promesses politiques sont les suivantes. Il y en a 5, je vous les cite, ils ne sont pas longs. 1, ce que le RNI présente, c'est une protection sociale pour l'ensemble du Maroc. Ça, c'est déjà fait par Sa Majesté. 2, une réforme de la santé. La réforme de la santé, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il va falloir faire du PPP pour pouvoir aider un certain nombre, parce que la démographie est beaucoup plus galopante, plus rapide que la croissance. 3, l'emploi pour tout le monde, et y compris le côté inclusif de l'ensemble des diplômés, où l'on pense et on cite les chiffres de 1 million de créations d'emplois, pas d'auto-emploi, d'emploi. Là, c'est une très grande promesse. Comment faire? Mais ça, c'est un programme, donc c'est à eux de mettre les opérations et de le traduire en objectifs. 4, il parle de l'éducation qui est considérée comme une chance de l'égalité pour tous. Mais il ne parle pas de réforme de l'éducation. Ça, c'est un autre problème que je cite. Je cite également, il souhaite une administration de proximité, à l'écoute et réactive. Voilà un petit peu les 5 programmes, mais qui se déclinent avec 25 propositions. Mais je dirais que la crise économique,
sociale, plongeant le Maroc dans une crise durable et une récession financière de 2020 avec la pandémie de 2019. La crise de l'endettement de l'État, sans considérer comme le miroir, je dirais, des limites du modèle de développement du Maroc, qui est un pays considéré à revenu intermédiaire qui fonctionne depuis 10 ans avec le PJD à un rythme insuffisant, une faible croissance, et le Maroc ne pourra jamais atteindre, dit-on dans la Banque mondiale, les pays avancés parce qu'on a raté le capital immatériel, c'est l'égalité des femmes, c'est l'ensemble des brevets, c'est la recherche, et on peut prendre la comparaison. J'avais été pendant 4 ou 5 semaines dans un cadre de voyage professoral en Corée du Sud, et quand je demandais la réussite, qui était un pays qui était comme le nôtre dans les années 60, avant que Sa Majesté Feu Hassan II disait que le Maroc risquait d'avoir une crise cardiaque, l'expression métaphorique est extrêmement belle et elle est remarquable et elle est mémorisable. Eh bien, quand je demandais à ces gens de l'Afrique, de la Corée du Sud, on me disait la première des choses, c'est l'investissement sur la recherche et sur l'enseignement. Ça, c'est très important. Le plus grand budget, c'est ça. Le deuxième, le meilleur salaire qui équivaut à celui du ministre, qui sont très sélectionnés, c'est les profs. Les profs, ils ont une valeur absolument extraordinaire. C'est très important de choisir, sélectionner les meilleurs profs, pas celui qui vient répéter son cours comme un perroquet et qui va former des moutons qui ne savent pas la différence entre le Parlement et les abattoirs. Ce n'est pas du tout ça. On ne forme pas une colonne vertébrale et un bipède. Et la troisième chose qui est très importante, eh bien, c'est la recherche. Il faut mettre le paquet sur la recherche, car nous avons des Marocains qui quittent le Maroc et qui sont à l'extérieur et qui ont une autorité scientifique mondiale, mais qu'on n'arrive pas à récupérer. Et ça, c'est un véritable problème. Et regardez un peu, 50% de gens, lorsque vous regardez les statistiques, des gens qui sont élus dans le Parlement, élus dans les régions, élus, c'est 50% presque de gens qui sont illettrés ou qui ont le certificat d'études primaires. Il faudrait donc rechanger et imposer qu'un individu éligible par les partis politiques ou présenté par les partis politiques doit avoir un SMIC culturel et universitaire d'une licence. Parce qu'un individu qui a le bac ne sait pas écrire une lettre. Je suis désolé. Et là, c'est un problème qui se pose. Et donc, la Corée du Sud, c'est avec ces 3 éléments qui, au bout de 2 générations, est considéré avec ses 50 millions comme l'un des pays les plus puissants parmi les 9e puissances considérées mondiales. Et je dirais, pour faire la comparaison avec le nouveau modèle du CSMD, c'est-à-dire la Commission spéciale marocaine du développement, il met l'accent sur 4 principaux axes stratégiques pour atteindre à la fois les ambitions fondamentales et les objectifs du rapport proposé, mais qui n'est pas à l'abri des interrogations épistémologiques des universitaires que la pandémie mondiale remet de facto en cause. Qu'est-ce qu'il demande ce rapport, les 4? C'est la diversification de l'économie et compétitivité en luttant contre une économie de rente endémique au Maroc. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est comment renforcer le capital humain par l'éducation de qualité pour tous. C'est un projet qui s'inscrit également avec la petite enfance, dans le cadre du capital immatériel et une gouvernance des responsabilités avec la gestion du GAR, c'est-à-dire la gestion axée sur les résultats, et en respectant les droits fondamentaux des citoyens et l'égalité des chances. C'est une tournure importante. 3,
il propose un projet d'inclusion, pas d'exclusion, de la solidarité de tout le monde, de toutes les populations, de tous les acteurs de la société, et en favorisant notamment l'inclusion des jeunes et des femmes pour dynamiser le développement du pays et en mobilisant les leviers de la culture et de la protection sociale du Maroc. 4, eh bien, le développement des collectivités territoriales, autrement dit régionales, que la transformation de l'ancrage politique passe par l'émergence d'un Maroc de 12 territoires, revus et corrigés par l'innovation des échelons communaux, l'aménagement du territoire, les améliorations de l'habitat, le cadre de vie, de la mobilité, facilité de la mobilité, autrement dit le transport, en renforçant la résilience au changement climatique. C'est ça les 4 points. Alors voilà, pour faire une conclusion, voilà un programme politique du RNI et le rapport de Ben Moussa sur le nouveau modèle du développement du Maroc, mais qui sont diamétralement opposés, sinon différents pour leur approche méthodologique endogène. Dans les 2 programmes politiques, ils sont d'ordre national ou interne. Il n'y a pas de développement du sentiment du patriotisme ou de la fierté de citoyenneté de Marocains pour jouer les leaders internationaux en Afrique, pour jouer dans le monde arabe. Pas d'inclusion des RME, pas d'inclusion de l'ensemble de la fuite des cerveaux marocains. Ils sont 7 millions et il y a au moins 1 million de gens qui ont des postes extrêmement importants. Et ça, je dirais que c'est capital si le Maroc veut rentrer et s'inscrire dans la démarche de la mondialisation sans frontières, parce que la mondialisation, si on ne s'adapte pas, elle casse tout, elle détruit tout, rien ne lui est sacré, ni religion, ni cieux, ni Dieu. En dehors de ces 3 élections au Maroc et du programme futur de la coalition gouvernementale de chaque partenariat politique destiné au marché national et conformément aux exigences des organismes internationaux, si vous êtes nommé ministre d'État, que proposez-vous au chef du gouvernement, surtout que le Maroc a besoin de grands projets de solidarité mobilisateurs? C'est une réponse à $1 million, celle-là. Merci pour votre question. Merci pour votre question. Mais ça me fait penser d'un seul coup comme ça, je vais faire ce qu'on appelle une anaphore grammaticale du projet des 2 projets politiques du développement pour le Maroc. Je vais les séparer. L'un est national, l'autre est international pour le développement de règles de le respect des règles de la citoyenneté dans un état de droit, et l'autre, et ça peut être qu'international, mais avec une dimension de type africaine, pour être visible sur la scène internationale, le Maroc. Mais ça dépasse effectivement le gouvernement, et c'est très important. Donc, si moi, ministre d'État dans le gouvernement d'Akhenouch, je proposerai un projet de société de type entrepreneurial plutôt que salarial qui tient compte du développement de sociétés dans la mondialisation, car sans numérique, c'est-à-dire le télétravail, l'énergie renouvelable, sans respect de l'écologie verte, il n'y aura pas de développement au Maroc, ni d'énergie industrielle propre, ni d'environnement propre, viable avec des économies vertes, c'est-à-dire l'agriculture, l'économie bleue, la mer, qui est créatrice d'emplois, et l'économie de l'espace ou des éoliennes, de l'air, sans oublier l'économie de la terre, du thermique, avec la recherche, et nous avons un grand chercheur marocain qui vit à Singapour et qui fait des recherches sur les 17 métaux rares, en particulier le lithium pour les batteries de la voiture et les batteries des portables et des mobiles futurs. Moi, ministre d'État dans le gouvernement d'Akhenouch, je proposerai donc une économie circulaire, sans les déchets.
tout est recyclable parce que l'environnement ne produit pas de déchets. C'est biodégradable. Donc, dans un système éco-environnemental, c'est une mer, c'est une économie de la mer, une économie de la terre et une économie, je dirais, des terre, mer et air. Voilà. Moi, ministre d'État dans le gouvernement d'Akhnouch, je proposerai un projet de développement pour les 12 collectivités territoriales, une réforme, par exemple, pour qu'ils prennent en charge la responsabilité, la totalité. Il y a des élus qui sont très importants pour lesquels le Maroc va les payer. Et il y a 5 secteurs sociaux qui doivent prendre en charge, comme dans les autres pays. J'ai fait une thèse d'État sur l'État, l'entreprise, et j'ai comparé les régions du monde, les capitaineries, le district, les cantons, les régions, les départements français, bref. Il y a un dénominateur commun, c'est qu'ils prennent en charge l'éducation, ils prennent en charge l'enseignement supérieur et la recherche scientifique, la santé, l'habitat, le transport, la solidarité régionale des défavorisés, et je parlerai plus tard des élus. C'est très important. Il y a, moi, ministre d'État dans le gouvernement de Khenouch, je proposerai également un projet de citoyenneté et du civisme qui est au cœur, je dirais, du développement des territoires, des villes intelligentes, de la mobilité intelligente et du transport intelligent urbain, une population intelligente, éduquée avec une formation de la citoyenneté et du civisme, la mise en valeur des règles du savoir, vivre ensemble dans les collectivités régionales, intelligentes, le tourisme intelligent, les villes intelligentes, le respect de l'état de droit et surtout les codes de conduite intelligente et une démographie maîtrisée et intelligente. 5. Moi, ministre d'État du gouvernement d'Akhnouch, je proposerai un projet de respect des valeurs de la société moderne pour le construire d'une académie du civisme et du citoyen exemplaire par région pour les 12 territoires, avec des candidats intelligents, fraîchement élus, susceptibles de fonder des académies intelligentes pour marquer leur territoire de leur mandat. Le civisme qui se traduit par le respect des différents codes de la société civile pour faciliter le vivre ensemble public avec un minimum sous peine de lourdes sanctions juridiques, c'est le respect des codes de partis politiques. C'est le code familial, c'est le code du travail, le Maroc, c'est le code de la propriété collective, c'est le code des obligations et des contrats, c'est le code du commerce, c'est le code de la couverture sociale de base, c'est le code de la route, le code des procédures civiles, le code des procédures pénales, le code du recouvrement des créances publiques, le code des investissements et surtout le code du savoir vivre ensemble et de savoir cohabiter avec les autres. Moi, ministre d'État, très important, du gouvernement d'Akhnouch, je proposerai un projet de gouvernabilité avec 6 concepts à respecter par les élus intelligents, capables de participer au changement des collectivités territoriales intelligentes sous peine de sanctions, sinon de rejet politique de la société. C'est d'abord une exigence de l'éthique politique, l'éthos, la dignité et en même temps l'éthique, avec un GAR. Vous êtes élu sur la base d'un projet, et bien la gestion, le GAR, c'est la gestion axée sur les résultats au niveau régional pour des projets de développement. 2, une exigence de la transparence publique avec la reddition des comptes des élus. 3, une exigence du choix du casting des hommes politiques ou d'État à travers l'élite des partis politiques présentés ou imposer un profil des exigibles, des éligibles, je dirais,
pour, que les partis politiques puissent un peu les trois, ou je dirais même quatre, c'est une exigence de la démocratie avec une égalité des chances pour tous et une méritocratie pour chacun. 5, une exigence de la justice sociale avec l'égalité des chances et avec un ascenseur social pour les diplômés. Et 6, l'exigence d'un état de droit, pas de passe-droit. La loi, non pas la foi, avec la lutte contre la corruption, la lutte contre le népotisme, la lutte contre le clientélisme, la lutte contre la tricherie commerciale et la tricherie des élèves en scolarité, des étudiants, la lutte contre le lobbyisme des groupes de pression et contre l'utilisation des idéologies et des religieuses à des fins politiques ou personnelles. Je voudrais ouvrir une parenthèse. Comme je travaille avec la Banque mondiale, beaucoup de directeurs de l'ensemble des ministres, et notamment du ministère d'État dans l'ancien gouvernement et des relations d'État comment on appelle ça, l'État de droit et la relation avec le Parlement, où j'avais formé l'ensemble des 6 groupes concernant la politique générale avec les PTP et en parlant avec le TI, c'est-à-dire Transparence Internationale. Je suis resté ici pendant 4 ou 5 mois sur la formation de la lutte contre la corruption et contre le népotisme, contre le clientélisme, de trouver l'ensemble des tactiques pour protéger la société contre cette société de type rentière, où on est citoyen, où on reste dans les ethnies. Et il faut faire le choix. On est tous des Marocains et on est égaux devant la loi. Mais certains paraissent être plus égaux que d'autres dans la pratique. Je ferme la parenthèse. Moi, ministre d'État, dans le gouvernement d'Akhanouch, je proposerai un projet de réforme de consolidation et de la régionalisation, non pas avancée, mais ajustée. Comme un outil de l'autonomie totale, administrative, financière, pédagogique, et a posteriori, on fera le contrôle et les sanctions juridiques sont là avec le GAR. Mais on laisse l'individu travailler. 2, comme outil, la régionalisation comme outil de compétitivité de la concurrence des marchés. C'est très important de faire fonctionner le marché pour qu'il y ait la baisse du prix. Et 3, comme un outil de développement des PPP, parce que nous avons aujourd'hui 61 sociétés d'entreprises publiques qui sont en gestion déléguée. Alors, le Maroc a pratiquement 65 ans d'indépendance, presque, il va arriver à 66 depuis 1956 à maintenant. Eh bien, nous ne savons plus gérer l'électricité, l'eau, le transport, le tram, les TGV, les autoroutes, les énergies, Nord 1, Nord 2, Nord 3 qui parlent les Espagnols, la gestion centrale des énergies. Et aujourd'hui, il faut donner les hôpitaux. Enfin bref, où sont nos ingénieurs d'État qui ont fait fonctionner pendant 35 ans, 36 ans ces entreprises? Aujourd'hui, il y a 287 entreprises publiques, EEP, c'est-à-dire entreprises et établissements publics, en situation d'échec total ou partiel, et on les a regroupés en pôles, pôle portuaire, pôle audiovisuel, pôle de l'industrie, dans le cadre d'une agence nationale de gestion stratégique et de participation, où l'État va devenir un simple actionnaire, mais pas dans les conseils d'administration, un État puissance publique. Et des contrats qui vont être de 35 ans. Alors, on n'est pas capable, avec ces ingénieurs, avec l'ensemble des partis politiques, de trouver des gens qui sont capables de gérer, de prendre la relève. Je me pose la question, où sont les cadres? Sonaca, Renault, les autoroutes, la distribution de l'eau. Il y a 260 entreprises qui travaillent pour Renault, qui sont sur la chaîne entre Rabat et Kitry. Il n'y en a pas une marocaine, une française.
Alors on peut se poser des questions. Que faire des îles? Moi, ministre d'État dans le gouvernement d'Akhanouch, je proposerai un projet de développement pour acquérir un SMIG culturel des diplômés pour les élus communaux, régionaux et nationaux en créant une académie de gestion des collectivités locales, des collectivités territoriales, en raison de la défaillance de l'intelligence des partis politiques de présenter des candidats aux élections législatives régionales sans aucune formation scolaire et encore moins politique. Et le risque d'avoir une nouvelle bourgeoisie rurale ou urbaine des territoires, mais non bourgeoise, non cultivée, illettrée, irrespectueuse d'état de droit et qui s'inscrit dans le logiciel de la gouvernabilité des politiques publiques et des élus. Peut-être 9e point, moi, ministre d'État du gouvernement Akhanouch, eh bien, je proposerai un projet de gouvernement modifiant le code des partis politiques sans toucher ou proposer de toucher la Constitution de 2001 pour des élections législatives régionales et communales, mais proposer les élections à 2 tours, ce qui permettra d'avoir une visibilité naturelle et structurelle d'une bipolarité des partis politiques en 2 pôles idéologiques, avec des coalitions claires, visibles, avant d'aller voter dans un pays, comme on appelle, comme dans les pays avancés, en démocratie avancée, comme aux États-Unis et je dirais en Europe. C'est très important. Et le 10e point, j'étais peut-être un petit peu long, c'est moi, ministre d'État dans le gouvernement, eh bien, j'expliquerai par la pédagogie et par le respect des codes de société les concepts de citoyenneté, de civisme qui ont un impact positif sur le développement de l'intelligence des collectivités territoriales. Et ils doivent être construits sur la base de 3 choses. D'abord, l'esprit de l'état de droit et la loi, pas la foi. Deuxième chose, les règles juridiques doivent être respectées avec les normes professionnelles des professions ou de la société. Troisième chose, je me suis rendu compte en faisant un certain nombre de conférences en Europe qu'au Maroc, le coût de la non-citoyenneté et du civisme du Maroc coûte plus cher en termes de PIB, 1,5 point que le coût de la formation à la citoyenneté, au civisme, en termes d'accidents de travail, en termes d'accidents de la route, en termes de conflits des tribunaux, de divorce sans pension, de travail non déclaré à la CNSS et des créances non solvables et des économies de rente sans payer les impôts. En définitive, la non-citoyenneté et l'incivisme des classes sociales au Maroc, qui va de la belle étoile à 5 étoiles, sont au centre de la plupart des débats régionaux et nationaux et ils sont le reflet d'une vision politique, d'une politique interne avec un projet mobilisateur auquel il faudrait peut-être ajouter plus tard ce qu'on pourrait appeler un projet à dimension internationale ou africaine, c'est la fédération des États, mais ça relève ça relève du chef de l'État, pas du chef du gouvernement, d'avoir une mobilisation à travers l'Afrique parce que, je n'ai pas le temps de vous le démontrer, le Maroc, comme les autres pays, ne sont pas vivables, ils sont biodégradables. Si on se regroupe en formant une fédération avec 50 États, comme les États-Unis, comme la Russie, comme l'Afrique du Sud, comme l'Inde, il y a 24 fédérations qui sont très importantes, ça permettrait à l'Afrique d'être la 5e puissance, mais le Maroc est en droit d'avoir un projet de cette dimension et d'être le leader pour pouvoir le gérer au niveau de l'Afrique, mais on pourra en parler, si vous voulez, la prochaine fois, parce que vous avez peut-être dépassé 1 heure. Ça ne vous dérange pas, juste un petit conclusion. Oui, juste, une conclusion, oui. C'est que là, on pourra peut-être faire les analyses des chiffres d'ici là, mais on n'a plus le temps parce que vous m'avez dit 1 heure, il est 9 heures, on a commencé à 8 heures. C'est qu'au Maroc, ce qui est
je dirais, un peu difficile à comprendre. C'est-à-dire ça, cette conférence risque de déconcerter les auditeurs parce qu'elle met en relief que les intellectuels, les universitaires qui peuvent faire des analyses, qui peuvent produire des projets, j'avoue que moi j'ai écrit un projet de 200 pages, 2 ans, quand le roi en a parlé du développement économique, mais je ne faisais pas partie du CMCD, même si j'ai reçu une lettre parce que j'ai renvoyé. Je pensais faire partie de cette commission. Or, c'est mes étudiants qui sont là-dedans. Alors, je suis très content pour eux qu'ils prennent des photocopies, mais qu'ils oublient les originaux. Mais j'ai reçu donc une lettre de Ben Moussa me remerciant. Eh bien, les éléments que je viens de vous donner de ces 200 pages, ce sont ces types de projets. Alors, je reviens. Cette conférence risque de déconcerter les auditeurs parce qu'il y a un certain nombre de gens inconnus qui écrivent, mais qui écrivent à l'extérieur parce qu'ils ne sont pas visibles ici. Ici, personne ne lit. Qui ont une vision du Maroc pour se développer, mais qui ne sont pas dans la pratique politique de tous les jours pour prendre une décision. Parce qu'ici, au Maroc, il ne s'agit pas de faire du marketing politique. Il faut faire du marketing de la boutique. C'est clair. Et il y a ceux qui sont dans la pratique politique, presque des illettrés, certains analphabètes, d'autres qui se lancent dans la politique parce qu'ils n'ont aucun diplôme, mais c'est leur soupape de sécurité. Ils prennent des décisions du jour au lendemain, mais ils ne lisent pas. Et ils n'ont pas cette vision politique que je viens de donner, parce que vous avez vu à peu près la comparaison entre le CMCD avec les 4 points et les 5 points, ils sont d'ordre interne. C'est des programmes de gestion courants, mais il n'y a pas de projet de type mobilisateur. Et c'est ça qui fait mal aux Marocains qui ont quitté le pays. Ce qu'on appelle la fuite des cerveaux ou la diversité euro-africaine. Voilà, je vous remercie. C'est une conclusion. Je vous remercie beaucoup et on aura l'occasion de revenir à vous dans une prochaine édition. Merci beaucoup. Merci et à bientôt. À très bientôt. Merci de m'avoir reçu dans votre émission. Je vous en prie.